Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 8. Lutte féministe. Un éternel recommencement. Avec Myriam Baafou, Françoise Pic et Nora Hamadi à la modération. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au MUSEM pour cette troisième saison du cycle de rencontres intitulé Les procès du siècle, luttes en partage. Vous l'avez vu, on s'intéresse aux droits humains, aux droits de la Terre pour mieux habiter ensemble notre planète. Sur le banc des accusés, vous connaissez évidemment le principe, le système de domination sociale à l'origine des effondrements en cours et qui peuvent prendre plusieurs noms. Patriarcat, colonialisme, capitalisme, l'idée, explorer les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. Et aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur les luttes féministes. Est-ce qu'il s'agit d'un éternel recommencement ? Depuis la vague MeToo et la libération de la parole qui s'est opérée, on parle de quatrième vague. Est-ce qu'il s'agit bien d'une quatrième vague, ou est-ce que ces combats sont un long et lent continuum ? Les luttes féministes s'enrichissent, se rallient, se complexifient dans un mouvement de convergence avec les luttes écologistes, sociales, antiracistes. Et pour en parler, deux invités de compétition, s'il vous plaît. Madame Françoise Pic, historienne du féminisme et militante ayant participé au mouvement de libération des femmes dès ses débuts, et Myriam Baafou, chercheuse et militante écoféministe. Mesdames, the floor is yours. Françoise Pic, vous êtes universitaire, chercheuse féministe en sciences politiques et sociologie. Vous êtes spécialiste de l'histoire du féminisme. Vous êtes vice-présidente de l'ANEF, l'Association nationale des études féministes. Vous avez participé au mouvement de libération des femmes, donc années 70, vous allez nous en parler. Et au développement des études féministes, vous avez animé plusieurs groupes, revues, associations. Parmi vos publications, Libération des femmes, 40 ans de mouvement, c'est paru aux éditions Dialogue en 2011, et Féministe, encore et toujours, c'était aux éditions Indigènes en 2012, et on peut retrouver tous vos travaux sur votre site, Françoise. Donc votre site, c'est www.françoisepic.fr. Myriam Baafou, vous êtes doctorante en philosophie féministe le jour, militante en période d'essai la nuit, entre autres choses. Une militante en période d'essai, ça veut dire pour l'instant vous n'êtes pas cédéisée, quoi. Pas encore, je pense que ça va jamais arriver. Ça va pas arriver ? Non, mais c'est très bien. Pourquoi ? La période d'essai, c'est un truc que vous aimez bien ? J'aime beaucoup les contrats précaires, les trucs courts comme ça, on n'est jamais vraiment... C'est parfait, vous êtes faite pour le 22e siècle. C'est génial. Vous vous intéressez aux liens interespèces dans une perspective écoféministe et décoloniale afin d'élaborer une compréhension intersectionnelle des enjeux touchant à la justice climatique. En octobre 2022, vous avez publié Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien, c'est aux éditions Le Passager clandestin. Alors dans la phrase d'avant, il y a plein de mots que j'ai pas compris, Myriam, et qu'il va falloir m'expliquer. On est là pour ça, justement. Françoise, est-ce qu'on vit, selon vous, une quatrième vague féministe ? Est-ce que MeToo, ça a réveillé un féminisme un peu dormant, selon vous ? Alors, moi, je me méfie beaucoup de la métaphore des vagues, parce que ça a tendance à opposer une vague à l'autre, et au lieu de noter la continuité et le rebond. Il y a quelque chose de juste dans l'image des vagues, c'est l'intermittence, ça va, ça vient. Les Québécoises ont un mot qu'on n'emploie pas beaucoup en France, mais quand ça s'arrête, elles appellent ça le ressac. Et c'est quelque chose qu'on vit. Moi, depuis 50 ans, j'en ai connu quelques-uns comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi le backlash, en anglais, cette espèce de retour de... On appelle ça le backlash, mais moi, je trouve que le ressac, c'est beaucoup plus joli. Ouais. C'est vrai que c'est moche, le backlash. Oui. Et donc je pense qu'il y a des espèces de bonds, et puis ça s'arrête à un moment, un peu de ressac, et ça repart de là. Et donc, on ne repart pas à zéro. On repart de là, on repart des acquis
de là où on s'est arrêté. D'un moment précédent. Ce qui veut dire en fait que pour vous, il y a des vagues parce que finalement on serait dans quelque chose qui n'est pas linéaire. Parfois, ces luttes, elles disparaissent un peu de la bulle politique et médiatique. Et puis, il y a un moment où elles reviennent encore plus fortes parce que, et par exemple, Myriam Baafou, MeToo, ça a été un moment profond de rapport de force politique parce que la parole se libère et qu'on ne peut plus faire autrement que de l'entendre. Je pense que MeToo a joué parce que aussi les médiums qu'on a ou les manières qu'on a en fait de politiser la parole féministe se sont transformées notamment avec la mondialisation, avec tout ce qu'elle avait de plus détestable et en même temps tout ce qu'elle avait de plus incroyable en termes de diffusion d'une parole en fait des minorités. Notamment via les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, même la manière de se coordonner pour faire des événements, le fait qu'encore une fois, on puisse être conscient de ce qui se passe à l'autre bout du monde de manière quasi immédiate, ce qui a pu avoir des effets, encore une fois, désastreux à plein d'endroits. Et cette mondialisation-là, elle vient aussi du capitalisme, en fait. Mais à la fois, le MeToo, je pense que ça a été peut-être un des moments où on s'est dit ah ok en fait ça peut donner des bonnes choses d'une certaine manière, ce truc des réseaux sociaux, etc. Moi à ce moment-là je me souviens avoir été très sceptique là-dessus en me disant mais en fait ça va pas du tout fonctionner parce que c'est encore une mode en fait, encore une espèce de nouveau truc et en fait pas du tout. Mais on l'a vu aussi sur les contre-discours qui ont suivi la mort de Naël en juin dernier. Alors c'est une petite digression, mais beaucoup ont dit imaginez si nous avions eu une vidéo et si nous avions eu les réseaux sociaux à l'époque de la mort de Ziad Ebouna en 2005, s'il y avait eu quelque chose pour Adama Traoré. Voilà. Mais donc, ces espaces que sont les réseaux sociaux permettent une diffusion de la parole, permettent aussi une forme de socialisation politique. Ça veut dire qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux, on a accès à des discours, on a accès à de la matière qui était peut-être plus difficile d'accès auparavant. J'ai pas le recul pour dire si c'était plus difficile d'accès auparavant ou quoi, mais en revanche, j'ai pas envie de non plus déposer une espèce de valeur ultra démocratique en fait dans les réseaux sociaux parce que c'est pas le cas. En fait, c'est détenu par des groupes que personnellement dans mon objectif politique, c'est de les abattre. Du coup, c'est placé. Pardon. Non mais Mark Zuckerberg, si tu nous entends. Je pense pas qu'il regarde les conférences féministes françaises Mark Zuckerberg. Mais anyway, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y avait une histoire en fait de l'internationalisme féministe. Pour le coup, les sud-américaines, le dernier ouvrage là, de Montanaro qui s'appelle Théorie féministe voyageuse en parle hyper bien en fait de la manière dont les féministes dans l'ère, on va dire, qui précédait les débuts de la mondialisation, étaient déjà ultra organisées en fait de manière mondiale et qu'il y avait des événements aux quatre coins du monde qui diffusaient, développaient et nourrissaient en fait un mouvement féministe international. Et c'est ça la différence, et je vais vraiment m'arrêter là, entre l'internationalisme qui a en fait des origines marxistes évidentes aussi et ce qu'on appelle la mondialisation ou une pensée globale. Et du coup, à mon sens, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire de quatrième vague ou de nouvelles manières de faire du féminisme, et l'intersectionnalité aussi le dit, mais ça on y viendra après. On y vient après. On n'est plus sur un mode totalisant ou globalisant, on est dans un mode avec plusieurs localités qui arrivent en fait à communiquer les unes avec les autres, mais pas sur un mode du cercle en fait, si vous voulez. Au lieu d'un cercle, vous avez genre plein de petits points qui sont reliés par plein de fils. En gros, c'est une dentelle, là où avant on avait quelque chose de plutôt uniforme. Mais on y reviendra. Comment c'était dans les années 70, Françoise ? Non, mais même avant les années 70, parce que l'internationalisme, c'est quelque chose qui existe dans le féminisme depuis plus longtemps que ça. Dans ce qu'on a appelé la première vague, les relations internationales sont intenses. C'est quand la première vague déjà ? Alors, personne n'est d'accord sur quand ça démarre. Moi, quand je fais des cours sur l'histoire du féminisme, je commence à la Révolution. En 1789, il y avait déjà... oui. Non, mais Françoise, je n'y connais rien. Vous avez entendu parler d'Olympe de Gouges quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. L'histoire de la Révolution n'est pas compréhensible si on ne prend pas en compte la question des femmes. Qu'on a donc invisibilisé, c'est ce que vous nous dites. Qu'on a invisibilisé, mais le moment du recul dans la Révolution de 1789, c'est sur la question des femmes. Après, il y aura l'interdiction de tous les clubs. Et puis, évidemment, Napoléon, le Code civil, etc., etc. Un ressac. Napoléon, le Code civil, c'est là que vous voyez un ressac pour vous ? Ah ben oui. Oui. En dehors de la date de début, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des rencontres internationales dans tout ce qui se passe d'international. Bon, là, c'est les Jeux Olympiques. À l'époque, c'était les expositions universelles. Les expositions universelles. Dans toutes les expositions universelles, il y a
des rencontres de femmes. Des conférences mondiales de femmes qui se rejoignent lors des expositions universelles. Absolument. Et elles parlent de quoi ? De quoi voulez-vous qu'elle parle ? Donc, par exemple, en 1900, l'exposition universelle est à Paris. Il y a 3 congrès de femmes. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Là, j'ai lu tout ce qui s'y passait. Dans les débats pour décider quels sont les vœux. Et puis, elle demande aux hommes sympathisants. À l'époque, il y a une association d'électeurs. Électeurs, ça veut dire d'hommes, qui soutiennent les droits des femmes. Et donc, seuls les hommes ont le droit de vote à l'époque. Voilà. Elle demande le droit de vote, donc, à ce moment-là. Elle demande le droit de vote, mais c'est une toute petite chose, le droit de vote, par rapport à tout le reste. C'est beaucoup le droit civil, tout ce qui tourne autour du mariage. Il ne faut pas oublier que le Code civil n'invisibilise pas les femmes, ne rend pas les femmes inexistantes. C'est le mariage. Parce que le Code civil, il est égalitaire entre par exemple, sur la succession, les garçons et les filles héritent de la même manière. Oui. C'est l'institution du mariage qui met la femme sous la domination totale du mari. Alors justement, on passe à vous, Myriam. Vous avez décidé de nous présenter une pièce à conviction qui est Principle of Environmental Justice. Yes. Donc les principes de la justice environnementale. L'idée, c'est que ces principes, qu'est-ce qu'ils posent, Myriam ? Pourquoi vous avez voulu nous parler de ça ? Personnellement, c'était important de montrer ce document en tant que pièce d'archive, en fait, parce qu'il y a très peu de gens qui savent qu'il existe. Il y a très peu de gens qui connaissent en fait l'événement dont il est issu. Ce document, il date de 1991. Donc c'est là où à Washington se déroule donc le premier. Alors là, je vais essayer de traduire dans ma tête le premier sommet national des peuples de couleur sur les questions environnementales. Ça veut dire que je vous coupe, c'est qu'il y a des leaders de peuples qu'on qualifie, je vais prendre des guillemets, d'autochtones ou des gens de couleur qui viennent et qui posent la question de l'environnement. Mais pardon, en quoi c'est lié avec les questions féministes ? Quand on n'est pas du tout sensible à la manière dont la race et la nature ont été tellement liées. Bon, moi je fais de la philo, je suis pas historienne, donc moi je vous parlais de paradigmes, de concepts, de trucs comme ça. Et puis là on va vous parler de faits et d'histoires et de personnes concrètes. Donc ça va être parfait, on va se compléter. Mais du coup, quand on regarde la façon dont le concept même de nature a été concomitant à celui de race dans l'histoire de l'humanité, ce document-là, il en dit long en fait sur la manière dont les gens parlent d'environnement. On est en post-guerre froide 91, enfin on vient de la terminer quoi. On est aussi dans l'avènement de ce qui va devenir l'énergie nucléaire en fait, où en France on est quand même des gros champions là-dessus, mais en Amérique du Nord à ce moment-là ça devient quelque chose. Ça veut dire que l'énergie ou l'industrie extractiviste commence à devenir tellement puissante et tellement ravageuse qu'en fait on est sur des populations indigènes, autochtones qui sont encore une fois déplacées, leurs terres sont détruites, leurs communautés sont ravagées, les problèmes de violence sexuelle, et là j'y arrive petit à petit, chez ces personnes, enfin dans ces populations-là deviennent de plus en plus prégnants parce qu'on parle vraiment de multinationales qui vont venir dans ces terres-là pour y extraire un peu tout ce qui est possible, mais en générant en fait des problèmes énormes sur des populations sur place et en particulier sur les femmes. Et j'arrive enfin à mon point féministe. Pourquoi ? Parce que en fait, dans une perspective décoloniale, en tout cas de l'écologie, les femmes et le féminin, et c'est deux choses qui sont très différentes, ont une place hyper importante en fait. Et le premier statement là qu'on a, je crois, ça dit quelque chose comme Mother Earth, donc je veux dire la terre-mère en fait. Et voilà. Environmental justice affirms the sacredness of Mother Earth. Donc la justice environnementale affirme le caractère sacré de la terre-mère. Et on est sur un document qui est politique en fait. Donc c'est pour ça que pour nous, ça nous paraît presque un truc très spirituel et un peu presque déconnecté en fait des enjeux politiques, alors que en fait, reconnaître qu'il y a une relation de destruction d'une énergie, donc on va qualifier de féminine, avec tout ce que ça peut comporter de problématiques au niveau du féminisme, etc. C'est quand même hyper important à reconnaître parce que l'industrie que je viens de nommer, extractiviste, nucléaire, monoculture, pesticides, qui en fait est en train de nuire à la vie de ces peuples-là, ces industries-là, elles sont capitalistes, mais elles sont patriarcales en fait, profondément. Du coup, ces personnes-là et cette archive-là, elles témoignent en fait du lien évident entre le patriarcat, le capitalisme et la colonisation. Et pour moi, il y a très peu de mouvements qui l'ont fait, de manière aussi, comment dire, j'ai envie de dire inclusive, mais c'est un terme très moderne et que j'aime pas trop en fait, mais j'ai pas mieux là tout de suite. On pourrait dire intersectionnel. Ouais, pluriel, mais c'est-à-dire qu'on reconnaît la spécificité de chacun, chacune, et on n'est pas dans une volonté en fait d'avoir
un objectif commun sous lequel les individualités ou les parcours vont être subsumés, en fait. C'est-à-dire qu'on reconnaît... on va être... je ne sais pas comment dire. Dissous, si vous voulez. Ce que j'entends, c'est que pour la première fois, on pose une dimension complète, systémique de l'idée d'exploitation. L'exploitation des femmes, l'exploitation de la terre, l'exploitation capitaliste. Il y a quelque chose, en fait, l'exploitation coloniale. Il y a quelque chose qui est lié. Et là, il y a une dimension... Enfin, est-ce que c'est ça, l'intersectionnalité ? On est à l'intersection de toutes ces luttes. C'est de ça dont on parle ? Alors, l'intersectionnalité, on pourra peut-être faire un petit... Je ne sais pas si c'est le moment que j'en parle, mais il y a un moment donné où j'ai quand même envie de faire une bonne définition là-dessus, parce que je trouve que c'est un terme qui a été beaucoup trop galvaudé, ça m'énerve. Mais le constat de l'intersectionnalité, c'est que bâtir la lutte féministe sur le sujet des femmes, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que ça veut dire les femmes ? Je ne vais même pas rentrer là-dedans, je ne pas mon petit doigt. Mais... L'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas, à partir d'un rapport social ou d'une individuation qui serait le caractère d'être femme, en l'occurrence, bâtir la totalité du mouvement féministe. On a vu l'échec de ça dans ce qu'on appelait le féminisme libéral, le féminisme blanc, le féminisme institutionnel, qui considérait en fait que les mêmes prémices pouvaient être appliquées à toutes les femmes, du moment qu'elles étaient femmes, en fait, dans le monde entier, et que toutes voulaient à peu près la même chose. C'est ça que vous parlez, quand vous parliez tout à l'heure de stratégie un peu englobante et de récit un peu unique, c'est d'accord. C'est oui, mais il y en a plein. Le marxisme a fait pareil, à plein d'endroits, en se disant qu'en fait, d'abord la lutte des classes, c'est ça le plus important, et puis après, bon, vos trucs de bonne femme, là, on verra plus tard, quoi. Et ainsi de suite, en fait, on peut le dire pour plein de luttes. Mais anyway, pour revenir à ce truc d'intersectionnalité, ce que ça a dit, en fait, c'est que certes, il y a un rapport d'intersection, c'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, on n'est jamais que des femmes, on n'est jamais que des ouvrières, on n'est jamais que... Et en fait, on est toutes ces choses en même temps. Et donc, et ça, c'est la grande question, comment on fait pour lutter en sélectionnant quelle partie on veut mobiliser dans la façon dont on lutte, en n'oubliant pas les autres, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'était arrivé quand je suis arrivée dans les milieux féministes. En fait, j'étais là, mais en fait, vous parlez d'un truc que moi, je ne vis pas. En fait, on vit pas la même vie, en fait. Je pense qu'on n'a pas le même rapport aux hommes, au féminisme, au patriarcat, à l'hétéro... Parce qu'en fait, je suis une femme issue de l'immigration nord-africaine, je suis une femme queer, en fait, il y a plein de choses qui vont se mettre derrière, qui vont faire qu'on n'a pas la même expérience. Donc, l'intersectionnalité, elle dit ça, en fait. Donc, elle dit à la fois qu'on est traversé de rapports sociaux qui sont différents, qui sont conflictuels, et deuxième truc incroyable, quand même, c'est qu'on peut être à la fois opprimé et oppresseur. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, en fait, comme pensée politique, parce que ça vient dire que la catégorie de toutes les femmes sont asservies par tous les hommes sur Terre, c'est un peu faux, en fait. Parce qu'encore une fois, selon qu'on se place du point de vue des masculinités, ou de quel type d'homme on parle, le patriarcat ne va pas jouer de la même manière, en fait. Donc il y a toute une sorte de complexité que moi, je trouve hyper intéressante à investir dans l'intersectionnalité, mais, et là, je vais revenir à mon tout début, ça sera mon point final, mon problème avec ça, c'est que les gens l'ont investi. Quand je dis les gens, c'est globalement le féminisme blanc, là, aujourd'hui. L'a investi comme un outil d'analyse prêt à l'emploi, super cool pour pouvoir dire intersection. Sauf qu'en fait, l'intersectionnalité, ça a été forgé par le féminisme noir, par Kimberly Crenshaw, elle a écrit un article dessus, c'est même pas la fondatrice ultime. Quand on regarde les collectifs qui existaient, que ce soit la coordination des femmes noires dont on parlait tout à l'heure, ou le Combahee River collectif qui existait aux États-Unis, qui parlait de questions de lesbianisme dans des espaces afrodescendants. Enfin, on faisait déjà l'intersectionnalité, en fait. Mais c'était tout le temps, et ça a toujours été lié on va dire, le terreau, on va dire, premier, entre guillemets, c'était la race. Ça ne veut pas dire que si on est blanc, on ne peut pas se dire intersectionnel, d'accord ? Mais ce que ça signifie, c'est que si on élude ça pour dire en fait, il y a juste un croisement entre, je sais pas, classe et handicap, par exemple, et ben en fait, techniquement, on ne peut pas parler d'intersectionnalité, en fait, à cet endroit-là. Ou alors, en fait, l'intersectionnalité, elle devrait nous forcer à regarder très loin sur la question de notre engagement et notre implication dans les rapports raciaux au quotidien. Et ça n'est pas fait aujourd'hui. Donc, de fait, toute cette vibe intersectionnelle, en fait, a été très instrumentalisée, je trouve. On parlait à l'instant de la coordination des femmes noires. C'est un groupe, en fait, qui a fait partie des luttes dans les années 70 du mouvement de libération des femmes. Oui. C'est à l'époque, juste cette notion d'intersectionnalité, elle n'existe pas dans le débat ? Non. Et à l'époque, non, effectivement, il faut quand même voir que la population française était assez différente dans les années 70. Parce que, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. Celles qui ont fait la coordination des femmes noires, c'était des étudiantes africaines venant à Paris pour leurs études. Et se posait à ce moment-là la question de... Elles étaient évidemment dans des mouvements politiques anticoloniaux et avec des hommes qui leur disaient « Commençons par faire la libération nationale, on s'occupera des femmes après ». Et comme ça s'était arrivé pour nous
par rapport à la lutte des classes, ça arrivait pour elle d'oser affirmer que, certes, elle était dans le combat anticolonial, mais en tant que femme, et par rapport à ces hommes-là en particulier, elles avaient des revendications. Et qu'il n'était pas question d'attendre que les luttes de libération nationale aient abouti pour poser la question de la place des femmes dans ces luttes. C'est la même chose. On parlait de la Révolution française. La Révolution française, c'est les droits de l'homme. Et donc là, on a Olympe de Gouges qui dit « et les femmes ?» et qui fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, la question, elle est posée dans ces termes-là. Et alors, bon, après, on a 1848, la révolution de 1848, et à l'époque, c'était quoi le problème ? C'était le suffrage universel masculin qui arrive là. Donc, les femmes, évidemment, disent « pourquoi pas nous ?» Et c'est le droit du travail. Ouais. Et les femmes, à l'époque, donc, réclament le droit au travail pour les femmes. On va passer à la pièce à conviction du musée et j'appelle à la barre pour cela Amélie Lavin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, apparence et sexualité. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Bonsoir Nora. Donc effectivement, comme pièce à conviction, moi je viens vous présenter une œuvre de la collection du MUSEM qui est entrée dans la collection en 2007. C'est une œuvre d'une artiste serbo-bosniaque qui s'appelle Sandra Dukic, qui est née en 1980. Et l'œuvre date de 2006. Alors, Sandra Dukic, c'est une artiste féministe dont le travail décrypte la condition des femmes, alors largement à partir de son expérience personnelle, culturelle, donc plutôt dans l'espace balkanique. Et elle s'intéresse à la permanence des schémas patriarcaux dans la société contemporaine serbe. Et alors là, on est au milieu des années 2000, 2006, à une époque où MeToo donc n'est pas encore trop passé par là. Et en 2006, elle produit une série qui s'appelle Pieces of Advice, donc en gros les conseils, une série d'œuvres textiles, donc le MUSEM en possède 8. Et ces œuvres textiles, elles font explicitement référence dans leur forme, dans leur titre aussi, à une tradition serbe, qui est celle des kuvarice. Ce sont des éléments de décoration traditionnelle des espaces domestiques de l'ancienne Yougoslavie et même globalement en fait du territoire balkanique. En gros, qui prennent une véritable importance à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, ce sont ces grands morceaux de coton blanc brodés. Et ce qui est brodé, donc, ce sont des iconographies très simples. Vous voyez là un bro-à-o. Et puis un dicton, un conseil, destiné aux femmes. Alors, en l'occurrence là... Qui se lave donne un dinar pour le beau-père, c'est gratuit. Voilà. Car il a dépensé pour une demande en mariage. Absolument. Et le deuxième, peut-être on peut le voir tout de suite, comme ça c'est fait. Ah, celui-là, il est coton. Je suis encore une jeune cuisinière, c'est pourquoi je ne sais pas ce que je vais cuisiner maintenant. Voilà. Et ça, Amélie, ça, on les offre aux jeunes femmes en 2006. Absolument. C'est un cadeau de mariage, presque. Ce sont des objets, en fait, qui sont... kuvarice, ça veut dire cuisine ou cuisinière. C'est des objets qui étaient, mais qui sont toujours, puisque ça a été brodé en 2006, et même si aujourd'hui ce sont des objets un peu désuets, ils sont toujours produits, ils sont toujours offerts à l'occasion de mariages traditionnels. Donc sont brodés par des femmes, pour des femmes, soit des brodeuses professionnelles, soit des femmes de l'entourage proche. Avec des injonctions très, très... Avec des injonctions assez claires, voilà, je crois que je n'ai pas besoin d'insister tellement. Alors, donc vocation... décoratif, certes, mais vous l'avez bien compris, vocation, en fait, ça sert à apprendre aux jeunes femmes comment il faut se comporter, comment être une bonne épouse, une bonne mère, voilà, et donc notamment une bonne cuisinière. Et c'est ça que Sandra Dukic a décidé de détourner. Voilà, absolument. De manière assez littérale, en fait, elle vient parodier, déplacer cette tradition avec laquelle elle a grandi, qui occupait sans aucun doute les murs de sa maison familiale. Et elle raconte que pour cette toute première œuvre, en fait, elle a utilisé un drap qui venait de chez elle, parce qu'il était important pour elle de nouer l'histoire de sa famille avec une histoire culturelle plus globale et même beaucoup plus globale. Et puis à propos du déclencheur donc de cette toute première œuvre, elle dit que c'est l'absence de solidarité féminine qu'elle a constatée dans ces années-là parmi les femmes de son entourage. Je la cite. « Pourquoi ce sont précisément les femmes qui donnent ces conseils aux femmes ? Il s'agit d'une expérience personnelle. Pourquoi les femmes qui avaient une vie maritale malheureuse me donnaient ces conseils ? Avoir des enfants à 30 ? C'est totalement anormal.
Ma mère, ma grand-mère, les mères de mes amis répètent ça en permanence. C'est de tout cela qu'est né le besoin de réaliser ce travail. J'étais en colère. Donc on entend la colère saine de cette artiste, en fait. Et elle l'a transcrit avec une efficacité visuelle qui est conforme, en fait, à celle des broderies, mais qui prend là, évidemment, une dimension, enfin, voilà, je crois qu'on est tous et toutes d'accord, une espèce d'efficacité très brutale et très immédiate. Moi, en regardant cette œuvre de Sandra Dukic, j'ai pensé tout de suite, en fait, à une œuvre de l'artiste Louise Bourgeois, donc on n'est pas à la même époque et pas dans la même ère culturelle, mais je ne trouvais pas inintéressant de se rappeler de cette série des femmes maison que Louise Bourgeois a commencé dès 1947, avec cette transcription d'une même sensation d'enfermement domestique, et puis cet espoir, en fait, de sortir avec cette aile, cet envol possible. Et donc, puisque la question c'était éternel recommencement ou pas, bon, alors c'est du coup pas pour être pessimiste, mais c'est vrai que 60 ans après, 60 ans d'écart séparent ces deux œuvres. Voilà, évidemment, il y a encore du travail. Ouais. Merci beaucoup, Amélie Lavin. Je vous en prie. Conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, apparence, sexualité au MUSEM. Françoise Pic, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il ne faut pas... la vision de la femme au foyer, hein, il faut quand même bien dire que les femmes ont toujours travaillé. Donc, dans les pays... ce que vous appelez les Suds, mais dans les sociétés traditionnelles, les femmes travaillent tout autant. Elles travaillent au champ, etc. Et donc, quand on parle du travail des femmes, c'est le travail à l'extérieur de la maison. Alors, quand on a l'histoire du travail, ben, on s'aperçoit que, c'était une grande découverte quand on a trouvé ça à la bibliothèque, c'est qu'on disait que finalement, c'était les femmes qui avaient... Les premières prolétaires, c'est les femmes. Parce qu'avant, les femmes faisaient à la maison les chandelles, les machins, toute la production domestique que faisaient les femmes. Le capitalisme a pris cette production pour le faire dans les usines. Donc des choses qui appartenaient à la production des femmes ont été reprises par le capitalisme. Qui les a donc vendues ? Qui les a donc vendues, qui a transformé donc de la production pour la consommation en production pour l'échange. Et là, je pense à Engels, enfin Marx et Engels, parce que c'est Engels qui l'a fini, mais c'était quand même le truc de Marx, l'idée que le capitalisme appelle les femmes, les retire du foyer pour leur faire traverser l'enfer du capitalisme. Mais il dit, mais au-delà de ça, c'est quand même aussi les moyens de l'autonomie qui vont leur être offertes, c'est ça que vous nous dites. Oui. Chez les socialistes, on va finalement dire que le féminisme, en tant que le féminisme est bourgeois, parce qu'il remplace la lutte des classes par la lutte des sexes. Parce qu'il dit qu'au-delà de la lutte des classes, parce qu'elle est quand même reconnue toujours, mais qu'il y a entre les femmes, par-dessus la division des classes, des intérêts communs. Ces questions d'égalité, on va reprendre des chiffres. Sur tout temps de travail confondu, les femmes touchent 28,5% de moins de salaire que les hommes. Une femme sur 3 travaille à temps partiel contre un homme sur 10. À temps de travail égal, c'est 17% de moins. Pour une femme sur 6, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti ni désiré. Pour 36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans. Pour une femme sur 2 et plus de 6 jeunes femmes sur 10, elles ont été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle, au moins une femme dans leur vie. En moyenne, chaque année, 213 000... Pardon ? Au moins, j'ai dit quoi ? Ah oui, pardon, au moins une fois dans leur vie. 213 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences physiques sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Parmi ces victimes, 29% sont âgées de 18 à 29 ans, sans parler des 150 femmes qui décèdent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Elle n'est pas pour demain, l'égalité, Françoise ? Je pense que l'égalité n'est pas pour demain, mais qu'il y a des étapes. Et que le fait que... C'est vrai que le premier mouvement féministe a eu pour objectif de gagner l'égalité dans la loi, mais entre la loi et la réalité, il y a de la marge. Et chaque mouvement, en fait, a des revendications, des enjeux particuliers.
Et il y a des progrès. Hein. On peut pas nier que la situation des femmes aujourd'hui en France n'est pas la même qu'au Moyen-Âge. Ce qui veut dire, par rapport à ce qu'on dit, enfin, ce qu'on entendait tout à l'heure sur les questions d'égalité, l'égalité réelle, elle n'est pas pour demain ? Moi, je suis plus pessimiste et plus critique sur le concept d'égalité, je pense. C'est difficile de me dire que c'est ça, en fait, mon horizon de lutte. Parce que si vous voulez égalité salariale, oui, mais en fait, ça veut dire quoi ? Égalité dans la mesure où on continue d'assassiner le vivant pour avoir un revenu et vivre dans des mondes capitalistes où en fait on vit tous avec des objets qui nous servent à rien et où on a servi le sud global pour les avoir. En fait, moi, ça me va de pas être... Je vais me dire des trucs hardcore là-dessus en me disant que je voulais être une femme au foyer féministe. Ça, je pense que ça a dû faire tomber plein de gens. Mais je pense que mon idée, en fait, c'est pas tellement qu'on ait une égalité dans ce que les hommes ont, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je parle pour moi. Perso, ça m'intéresse pas du tout, les privilèges qu'un mec peut avoir aujourd'hui, en fait. C'est plutôt comment on fait pour leur enlever ça qui m'intéresse, et comment on fait pour justement avoir une notion, alors que là, il y en a qui ont dit d'équité, de juste distribution. Il y a plusieurs mots pour le dire, mais moi, en tout cas, ma place, et je suis pas du tout en train de dire qu'encore une fois, l'égalité, c'est nul ou qu'il faut pas, je dis juste que moi, ma place en tant que Myriam Baafou ce soir là devant vous, c'est plutôt d'aller dans ce sens-là, de spoliation des privilèges de ceux qui peuvent dire, en fait, qu'est-ce que c'est l'égalité, en fait, finalement, en droit, en fait, et dans l'institution d'une certaine manière. Mais encore une fois, cette pensée-là, elle peut être très précaire, elle peut être attaquée à plein d'endroits, je l'entends très bien, mais dans une perspective écologique, dans une perspective anticapitaliste et dans une perspective qui est celle de notre pays aujourd'hui, qui est littéralement en pleine fascisation, où en fait les populations pauvres, précaires, racisées, etc. Non, eux, on peut même pas penser à l'égalité, en fait. Enfin, nous, c'est même pas, je sais pas comment dire, c'est même pas à l'agenda, en fait. On est même pas là-dedans, quoi. Et encore, je parle même pas des autres. Donc, combien de temps on va devoir attendre pour que les autres, en fait, puissent bénéficier de l'égalité ? Combien de temps pour les personnes racisées ? Combien de temps pour les personnes en situation de handicap ? Combien de temps de... Et en fait, si vous voulez, ce temps-là de demander ou de faire pression ou d'appuyer en fait des luttes qui vont avoir un but de modification de loi en fait au niveau de l'État, personnellement, m'intéresse moins que de se dire là, en fait, dans cette salle, si on vit ensemble et qu'on fait une communauté autogérée là pendant la semaine à venir, comment on fait l'égalité, en fait ? Ça m'excite beaucoup plus, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus ma place. Mais encore une fois, dire ça retire en rien en fait ce que vous venez de dire, des chiffres, et pour lesquels je pense qu'il faut profondément militer, en fait. Alors j'appelle à la barre nos premiers témoins. Bonsoir, je m'appelle Marilyn. Bonsoir, je suis Anaïs et nous avons participé samedi à la commission d'enquête. Et ce soir, devant vous, je suis Francine, la maman d'Antoine, 11 ans, et il m'a écrit cette lettre. Maman, depuis ma rentrée au collège, je suis harcelée par les garçons de ma classe, qui disent de moi que je suis une mauviette. Tout ça parce que je ne veux pas embêter les filles avec eux pendant la récréation. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai peur. J'ai peur et je suis en colère depuis qu'on m'a séparée de toi. J'ai peur quand tu t'éloignes de moi, quand tu me dis que tu vas travailler. J'ai peur que tu m'oublies quand tu me dis que tu vas faire du sport. Je déteste que tu t'approches d'une autre personne que moi, quand tu me dis que tu vas retrouver tes copines. Je te veux pour moi, rien qu'à moi. Tu m'appartiens, je suis rien sans toi. Je n'existerai même pas. Je te déteste pour ça. Comment peux-tu être heureuse sans moi ? Comment peux-tu te sentir comblée alors que je me sens si inutile sans toi ? Oui, je déteste, je hais toutes les occasions qui te permettent de t'éloigner de moi. Plus tu es libre de faire ce que tu veux, plus je me sens dépendant. Je dois être tout pour toi, ta seule préoccupation, comme tu es tout pour moi. J'ai si peur de te décevoir. J'aimerais être fort et courageux, comme Superman. Mais je ne le suis pas. Je te promets, je vais essayer. Ce soir, devant vous, je serai Salomé. J'ai 38 ans et je suis la femme d'Antoine. Il m'a écrit cette lettre. Ma chérie, tu sais que je n'aime pas trop parler de mes sentiments. Tu me l'as d'ailleurs assez souvent reproché. J'ai donc décidé de t'écrire cette lettre. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. On a tout pour être heureux. Une grande maison, de beaux enfants,
des voyages à deux inoubliables, chacun un bon travail. Et pourtant, tu n'as pas l'air satisfaite. Parfois, j'ai même l'impression que tu n'es plus celle que j'ai épousée. Élégante, attentionnée, douce, patiente et drôle. Depuis quelque temps, tu parles de plus en plus féminisme, patriarcat et tous ces trucs qui sont devenus tellement à la mode. J'ai parfois l'impression que tu vois le mal de partout et que ça te plaît de défaire notre bonheur au lieu de l'accepter, tout simplement. Tu voudrais que je m'intéresse plus à tout ça, que j'en parle à mes potes, mais je n'ai pas envie de les embêter avec ça. Quand on se voit, c'est pour décompresser et pas pour se prendre la tête. Et si parfois l'humour est légèrement graveleux, c'est pas si grave, c'est du second degré. Alors qu'avec tes copines, j'ai justement l'impression que c'est du sérieux, que vous vous montez la tête, et je te sens de plus en plus en colère contre les hommes, et donc contre moi. Tu t'habilles différemment, tu ne t'épiles plus, tu remets toujours en cause mes décisions. En plus, tu trouves que je ne m'occupe pas assez des enfants, que mon travail m'accapare beaucoup trop au détriment de notre vie. Alors qu'avant, ça nous allait à tous les deux, c'était notre équilibre. Tu sais, moi je fais tout ça pour nous, pour que tu sois heureuse et fière de moi. Parfois, je ne sais plus comment me comporter avec toi. Je dois nourrir la famille, vous sécuriser, toi et les enfants, assurer au boulot, mais maintenant j'ai l'impression que cela ne te suffit plus. Tu voudrais que je change, mais moi je ne sais pas quoi changer, ni comment, et j'ai peur. Je ne vois pas pourquoi il faudrait renoncer à cette vie qu'on a mis des années à construire. J'ai peur de ce qu'on va penser de nous, de manquer d'argent, de confort, si je travaille moins et que je perds mes primes. J'ai peur que cette idée féministe soit une lubie et que l'on s'en morde les doigts. Et puis si je change moi aussi, si je deviens plus doux et sensible, comme tu dis, m'aimeras-tu encore ? J'ai peur de voir s'effondrer ton amour, j'ai peur de me retrouver seule. Dis-moi quoi faire, je suis perdue. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci Marilyn. Merci Marilyn. Merci Anaïs. Je le répète, vous pouvez participer aux commissions d'enquête tous les samedis qui précèdent ces procès. Et vous aurez le privilège de travailler avec Fabienne et Grégoire. On vient d'entendre deux paroles d'hommes, un petit garçon et un plus grand garçon. Françoise. Mais je trouve que ces deux témoignages sont quand même extrêmement intéressants parce qu'on voit à quel point les hommes en sont dans la dépendance et dans la volonté d'accaparer totalement les femmes en tant que mère ou en tant qu'épouse. Et finalement, quand on parle maintenant de féminicide, quand on voit ça, on comprend un peu, on voit à quel point ces hommes ont tellement besoin de posséder la femme que c'est insupportable l'idée qu'elle puisse partir, l'idée qu'elle puisse exister par elle-même. Et c'est vrai que c'est effrayant parce que du coup, on voit le danger effectivement de ces hommes qui peuvent pas accepter l'autonomisation de la femme. Mais on voit bien aussi, Myriam Bafou, que ça pose la question en fait de la place des hommes dans ces luttes féministes. Quelle place doivent-ils avoir ? Pardon, c'est waouh, c'est pas du tout contre, mais c'est la question qui revient tout le temps. Et du coup, j'ai trouvé la bonne réponse. C'est vraiment bien. Ça tombe bien. Je vais vous la donner en exclusivité ce soir. J'espère que vous êtes prêts et prêtes en fait là, parce que vous allez recevoir. Waouh, ça a changé votre vie en fait. Non, mais parce qu'en fait, étant féministe, théoricienne féministe, militante, et d'arriver dans des événements où en fait on me dit souvent, parfois c'est même la première question, tu vois. Oui, mais d'accord, votre truc d'écoféminisme, nanana, on balance. On arrête la division sexuelle du travail, machin, on revient dans des trucs d'autosuffisance, en tout cas d'avoir plutôt une autonomie au niveau de la terre, et du coup on essaie d'interroger les rôles de genre, blablabla. Mais que vont faire les hommes en fait dedans ? Oh mon Dieu, genre et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Et alors, pendant un moment, ça a été ma réponse, elle était très légitime, c'était de dire en fait j'en ai rien à carrer. Non, mais c'est super sain. En fait, imaginez-vous rentrer dans une lutte et on vous demande, mais quand même, les émotions des dominants, là, on en fait quoi, en fait ? Non, mais c'est complètement déconnecté. Et c'est presque insultant, en fait, pour le travail dans lequel qu'on est en train de faire. Parce que le travail qu'on est en train de faire, déjà, c'est de se conscientiser en tant que victime, essayer de comprendre comment c'est en termes systémiques, et essayer d'avoir des outils de lutte pour essayer de résoudre les choses, mais surtout d'avoir un vécu qui s'appelle le sexisme, la misogynie, la culture du viol, tout ce qu'on racontait, en fait. Et c'est comme si on n'était même pas encore là, que déjà, on devait prendre soin d'eux, en fait. Et je suis là, non, ça va pas arriver. Non, mais... Merci. Mais ma réponse a changé. Donc ça, c'était la réponse il y a quelques années. Enfin, que je dis parfois, elle revient encore. Mais en fait,
Et c'était aussi la question du pourquoi les femmes collaborent en fait au patriarcat pendant les broderies là. Pourquoi il y a des femmes qui sont en train de se dire en fait il faut qu'on soit il faut rabaisser les autres, et ça on le connaît pour le coup dans les compétitions, enfin la compétition féminine vis-à-vis des hommes en fait. Mais du coup on pose la mauvaise question en fait. Pour moi la vraie question c'est l'hétérosexualité en fait. Et ce que disent ces deux témoignages qui sont incroyables, les deux témoignages, ils étaient vraiment incroyables du début à la fin. Ce que ça dit, c'est qu'en fait la masculinité hétérosexuelle, elle doit se faire sur le mode de la rupture. Donc là, c'est toutes les théories du Kerr, Carol Gilligan, machin, pour dire que pour être un homme, en fait, il faut qu'il y ait une espèce de violence pour devenir un vrai homme vis-à-vis de sa mère notamment ou de ses parents. Donc en fait, le modèle de la masculinité hégémonique, c'est un modèle qui est autonome, qui est autosuffisant, qui sait se gérer tout seul, qui n'a pas besoin d'un... Et donc forcément, quand il va rentrer dans une relation hétérosexuelle, il va hériter en fait de tous ces résidus-là de du blindage en fait émotionnel, mais à la fois, ce qu'il recherche en fait, c'est sa mère perdue. Donc c'est normal que tous les mecs hétéros, ils veulent une daronne à la maison, puisque littéralement la lettre nous le dit en fait. C'est logique. Non, mais ça va super bien ensemble. C'est un des rouages de l'hétérosexualité en fait. C'est pas un accident. Et c'est normal en fait, quand on fait de la psychologie féministe sur des petits garçons, ce qui était un peu cette lettre-là en fait. C'est ça que ça nous dit. Le deuxième truc, c'est que pareil, les femmes qui collaborent avec le patriarcat, là, elles le font pas parce qu'elles sont intrinsèquement méchantes et qu'elles veulent que leurs potes, elles fassent la cuisine toute la journée en fait. C'est parce qu'elles ne peuvent être définies que dans ce cadre en fait. C'est-à-dire qu'en tant que femme hétérosexuelle, j'en connais un bout. Ça aussi, j'ai changé de réponse avec le temps. J'ai transformé, heureusement d'ailleurs. Ça va venir avec le deuxième extrait. Tu ne peux te définir ta valeur en fait sur le marché du sexe, sur la désirabilité, sur ta façon de parler, de te tenir, d'exprimer des idées, d'être approuvé, d'être validé, ne dépend que des hommes hétérosexuels en fait. Donc forcément, si tu vois des nanas qui sont un peu plus émancipées, tout ce que tu as envie de faire, c'est de faire en sorte qu'elles n'y arrivent pas en fait. Parce que si elles réussissent, ça veut dire que tu as tort. Pardon, je suis très très animée par ce que je suis en train de dire. Et donc mon dernier point, j'ai réussi à faire un truc en 3 points, super philo, j'adore. Le dernier point... Ou Sciences Po. Oui. Ah non, ne dites pas ça, c'est horrible. J'ai pas fait Sciences Po pour que ce soit clair. Le dernier point, en fait, c'est sur ce truc de complémentarité qui subsiste en fait. C'est ça l'hétérosexualité. Et c'est ça le couple, c'est ça l'amour, c'est ça l'arnaque en fait de l'amour. C'est qu'on est censé compléter de manière innée, évidente comme ça quelqu'un d'autre. Et donc en fait, quand on commence à se poser des questions sur le féminisme, les mecs sont floués de l'histoire de la complémentarité en fait. Il n'y a plus d'équilibre. Et forcément, cet équilibre-là, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, c'est l'hétéro-norme en fait. Ouais. That's it. Et c'est un peu l'objet de votre pièce à conviction, la dernière, Françoise, que j'aimerais bien qu'on découvre, c'est la couverture de votre livre féministe encore et toujours. Il a paru aux éditions Indigènes en 2012. Si on doit reboucler la boucle, finalement, voilà, on s'est posé la question de quatrième vague, oui, non. On voit bien à vous entendre qu'on est dans un continuum, qu'on est dans des moments de ressac, voilà, que tout ceci se réinvente, se recompose avec peut-être une relecture aussi de notions. C'est ce que vous nous avez dit aussi, Myriam. Quoi qu'il arrive, on reste dans non pas un éternel recommencement, mais dans quelque chose qui continue d'avancer sur la sphère privée, dans l'espace public, dans le débat public. Oui, je pense que la question de savoir si évidemment que ça continue, mais je pense que c'est plutôt en quels termes ça continue, et surtout la question qui obsède en fait le féminisme et qui contribue à la fois ces renouvellements les plus excitants et en même temps ces conflits les plus déchirants, c'est qui est le sujet du féminisme en fait. Je pense que c'est vraiment ça dans quoi on est aujourd'hui. Qui est le sujet du féminisme ? Parce que c'est plus les femmes en fait. Ça pour le coup on le sait. C'est moins. Ou alors on est en train de complexifier la catégorie des femmes. Et je pense que là-dessus, en fait, que ce soit les mouvements et la théorie queer, et à la fois le transféminisme, à la fois d'autres mouvements qui sont même hors du féminisme, en fait, le mouvement décolonial, etc., commencent à complexifier tellement ces catégories que justement, je crois que le paradigme, j'avais dit que j'allais dire ce mot ce soir, dans lequel on est aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de la... Mais c'est l'intersectionnalité, en fait. Et c'est pour ça que je reviens à ce mot, parce qu'on est dans une forme, je pense, de fracture, mais je suis très postmoderne, là, comme je parle, et où, en fait, c'est difficile de dire, on est dans un récit qui progresse. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là, en fait. Moi, je considère que... En fait, il y a une femme qui se fait violer toutes les 7 minutes en France aujourd'hui, en fait. Juste là, pendant qu'on a parlé, vous comptez toutes les 7 minutes, on a eu, en fait, un viol. Du coup, je vois pas, en fait, comment on peut se dire à un moment donné que tout va bien, en fait, ou a priori, c'est OK. Maintenant, ça veut pas du tout dire que c'est pas mieux qu'avant ou quoi, mais de quantifier, en fait, l'oppression chez des sujets qu'on arrive à peine, en fait, à nommer vis-à-vis d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans. Moi, je trouve ça super dur. Mais du coup, mon mouvement, ça va plutôt être de dire
il y a des sujets du féminisme, en fait, qui ont des revendications spécifiques. Et du coup, d'abandonner l'idée un peu de grand soir, mais tout en continuant, en fait, à dire, féministe encore et toujours. Françoise, vous aurez le mot de la fin. Réinvention, apport, reconfiguration, mais finalement, on est surtout dans une histoire des luttes des minorités, quelles qu'elles soient, minorités au sens large, qui, en s'articulant, en fait, peuvent aussi créer un rapport de force bien plus important. Alors, ma position, que je défends dans ce livre-là comme dans d'autres, c'est que chaque génération apporte sa vision, définit ses enjeux, ses modes d'action et se distingue, se différencie de la génération précédente, comme on l'a vu là. Et mon point de vue, c'est que vu ce qu'on sait de notre ignorance qui nous a fait rejeter la génération précédente, je serais mal placée pour dire derrière moi, c'est pas intéressant. Mais je pense qu'il faut distinguer entre ce qui est conjoncturel, qui correspond aux situations politiques, au contexte, aux situations à la fois géographiques et historiques, et en même temps garder l'idée d'un progrès cumulatif dans les luttes de femmes qui sont dans la progression. Ouais, et ce qu'il faut entendre aussi, et c'est pour ça qu'on va vous remercier très chaudement, c'est la nécessité d'un dialogue entre les générations qui permettent de voir à quel point tout ceci s'inscrit dans un temps très long. Myriam Baafou, Françoise Pic, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce soir. Merci. Cette séance a été enregistrée le 15 janvier 2024. Avec la participation de Myriam Baafou, Françoise Pic, Amélie Lavin et Nora Hamadi à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.